Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la multiplication des dénonciations de la société civile, le gouvernement reconnaît des actes de violation des droits de l'homme commis par certains hommes en tenue sur le théâtre de la crise anglophone, alors qu'il y a une arrestation musclée d'un suspect et des exactions commises sur ce présumé leader séparatiste anglophone. Tout ceci a poussé le gouvernement à ouvrir une enquête pour identifier et sanctionner des soldats indélicats. À l'heure de la crise anglophone, le gouvernement multiplie les différentes stratégies de promotion de l'intégration nationale, mais le vivre ensemble est-il perceptible dans le quotidien des Camerounais? Dans ce journal, vous verrez comment à Yaoundé, l'on célèbre l'unité nationale, pourtant dans d'autres villes du pays, le sous-développement contraint les populations à dénoncer l'abandon de la part des pouvoirs publics. Il y a un exemple d'intégration nationale et de promotion de la diversité culturelle. C'est à suivre dans la page internationale avec une escale que nous avons réalisée avec nos envoyés spéciaux de retour de Turquie. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'heure de la crise anglophone, je vous le disais à l'instant, le gouvernement multiplie des stratégies de promotion de l'intégration nationale. Des jeunes ont été enrôlés pour une marche de l'unité à travers les principales artères de la capitale Yaoundé. Tout un village a même été créé pour promouvoir le vivre ensemble qui est matérialisé à travers ce village créé au Musée national du côté de Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des journées dédiées au vivre ensemble camerounais. Voilà qui a attiré du beau monde et grossi les rangs d'une marche qui n'a épargné aucun des 7 arrondissements de Yaoundé. En dehors des bienfaits que l'on tire de la pratique du sport, il était davantage question d'exalter les vertus de l'unité et de la solidarité nationale, mise à rude épreuve ces derniers temps. D'abord, la commune de Yaoundé 6 est la manifestation du vivre ensemble national. Vous allez remarquer, pour ceux qui connaissent l'arrondissement de Yaoundé 6, que tous les peuples du Cameroun vivent ensemble dans notre commune et vivent de façon harmonieuse. Quand vous savez ce que c'est que le sport pour la santé, un esprit sain dans un corps sain, et permettant ainsi de célébrer l'unicité du Cameroun pour dire et redire que le Cameroun est un et indivisible et tous les enfants du Cameroun sont les enfants d'une même patrie. C'est au musée national que tous ont convergé. Un musée transformé pour la circonstance en village de l'unité et de l'intégration nationale. Ici, il n'y avait pas d'anglophones ou de francophones, ni de Bamileke ou de Bassa. Simplement des Camerounais faisant valoir leur ferveur patriotique aux couleurs, sons et rythmes des 4 aires culturelles du pays. Le message est celui du thème de célébration de cette 46e édition de la fête nationale. Notre vivre ensemble doit être jalousement défendu par cette jeunesse. En tout cas, au niveau du village de l'unité et d'intégration nationale ici, ils auront encore l'occasion de vivre ces fondements de notre unité et de notre intégration nationale. Jusqu'au 20 mai, le musée national va offrir diverses activités de sensibilisation, de promotion et de brassage culturel. Ce à travers une foire promotionnelle, des ateliers de formation et de démonstration, des échanges socio-éducatifs, des conférences-débats sur la problématique du vivre ensemble et autres foires gastronomiques. J'appelle les jeunes surtout à participer activement à ces activités parce que c'est à travers ces activités qu'ils maîtriseront le chemin de construction de notre unité nationale et de notre intégration nationale et qu'ils soient jaloux, n'est-ce pas, de cette unité, de cette intégration nationale. Et pour célébrer la cohésion entre l'armée et la nation camerounaise, une marche commando a été organisée très tôt ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Toutes les composantes de l'armée ont participé à cette initiative organisée en prélude à la fête de l'unité nationale.
l'armée et ses différentes composantes qui ont effectué une marche commando à travers les artères de la capitale économique du Cameroun sous la supervision du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivadibois. Je vous propose à présent de suivre le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivadibois, qui explique le bien fondé de cette initiative, cette marche commando qui s'est déroulée très tôt ce matin dans la ville de Douala. Toutes les forces sont combinées et font ainsi non seulement la pratique sportive ensemble, mais également prennent des dispositions de manière synergique, de manière à ce que l'ennemi, n'est-ce pas, ne puisse pas nous surprendre. Et nous voulons dire que ces forces travaillent au jour le jour dans le littoral avec une synergie même dans l'information en plus du sport qui est pratiqué aujourd'hui, mais des échanges des informations et également des échanges de stratégies d'action. Donc cela se passe, n'est-ce pas, dans un maillage avec la population du littoral qui est également toute acquise, n'est-ce pas, à la cause des institutions républicaines. C'est pour cela que nous tenons à défendre, n'est-ce pas, ces institutions et amener les uns les autres à comprendre que le vivre ensemble est une réalité dans la région du littoral. Un des facteurs de l'intégration nationale, c'est le développement socio-économique du pays. La réalité est tout autre dans le département du Mungo. Là-bas, plusieurs localités sont confrontées à la dégradation des infrastructures routières. C'est le cas à Melon, comme vous pouvez le voir dans ce reportage signé Cyril Djemba et Isabelle Carole Zoupet. La circulation n'est pas du tout fluide au niveau du pont de l'Elem-Mangouité dans le département du Mungo, région du littoral. Pour cause, un énorme nid d'éléphants a élu domicile sur ce lieu, obligeant les automobilistes à rouler à vitesse de tortue pour limiter les dégâts. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, ce gigantesque trou a à répétition causé des accidents et ôté la vie à bon nombre de personnes. Pourtant, c'est de jour en jour que ce creux a gagné du volume sous le regard des autorités compétentes. L'état défectueux dans lequel se trouvent les garde-fous de ce pont de l'Elem témoigne à suffisance du danger auquel sont exposés les usagers. Face à cette situation, le maire de Melon a réagi. Vu le rapport qui m'est produit où il y a eu beaucoup d'accidents et avec beaucoup de décès ici, j'ai été saisi par le délégué départemental qui m'a demandé de faire quelque chose. C'est pour ça que, avec la décentralisation qui nous suit, nous n'avions pas hésité de faire des efforts pour combler ce trou. Ce dernier a également tenu à saluer la participation des populations dans l'exécution de ces travaux. C'est le lieu aussi de féliciter les populations de l'Elem-Mangouité qui ont donné un coup de main depuis le matin. On est ensemble, vous voyez l'effort qu'ils font malgré les engins. Ils ont contribué à une main d'œuvre qui ne dit pas son nom. Je leur dis le rendement de ce travail. De l'avis de nombreux usagers, les travaux de réhabilitation effectués par la municipalité de Melon ne sont qu'un vernis. Restons dans le département du Mungo, là où les populations sont exaspérées des promesses non tenues, principalement à Konsamba, chef-lieu de ce département. Dans certains quartiers, les routes sont impraticables, les points d'adduction en eau potable quasi inexistants et les écoles sont dans un état de délabrement avancé. C'est le constat que font nos reporters Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous sommes au quartier 10, en Konsamba, au lieu dit Carrefour Abattoir, l'un des plus célèbres de la ville. Le nom de baptême de cet endroit est tiré d'une scène tragique. On avait arrêté un bandit ici au quartier. Bon, on l'a amené tout juste ici au Carrefour et on l'a abattu.
et c'était devenu maintenant abattoir. Le carrefour abattoir trace l'histoire même du quartier 10. Un quartier dominé par l'insécurité de jour comme de nuit. Le sous-développement, avec l'absence des routes bitumées, de l'eau potable, des maisons presque toutes construites en matériaux provisoires. Pourtant, en 1998, lorsque les populations, courroucées par la multiplication des vols, soumettent les malfrats à leur vindicte, les autorités de la ville de Nkongsamba, descendues sur les lieux, promettent d'initier le développement du quartier 10. 20 ans après, rien n'a changé. Le véritable problème de population, c'est la route. Nous n'avions pas de route, ni de fontaine. Nous voulons que le gouvernement nous aide tout pour ça. Quand il pleut, il n'y a pas moyen. Pour prendre la moto, il faut payer le double tarif, puisque la route est mauvaise. Nos écoles sont en état de dégradation. Lorsqu'on regarde par exemple l'école Sebek-Mwambou ici en bas, oui, vraiment ça fait pleurer, ça fait pleurer. Dans une école qui a fait grandir beaucoup de personnes. Nous n'avons pas d'école publique, on a une école protestante, une école catholique et une école bilingue, avec un collège d'enseignement technique. En plus de ces besoins qu'expriment les populations du quartier 10, il y a le danger que présentent ces câbles électriques qui pendent et jonchent le sol, exposant ainsi les enfants et même les adultes au risque d'électrocution. Dans le reste de l'actualité, ils ont affronté avec une pointe de pression les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e. Les jeunes candidats étaient nombreux ce matin dans les sous-centres d'examen de la capitale économique du Cameroun et des parents angoissés ont attendu toute la mi-journée afin de revoir leurs rejetons et leur demander comment ils ont affronté ces épreuves. Reportage avec François Dikoumé et Leclerc Sakem. Silence, ici on compose. À cette heure souvent de la journée, l'esplanade du lycée d'Aqua grouille de monde. Aujourd'hui, les données ont changé. Les élèves du primaire franchissent le premier palier de la vie scolaire. Ils sont une centaine à affronter les épreuves du concours d'entrée en 6e ce mardi dans ce centre. Les parents en rang serré à l'entrée de l'établissement donnent quelques conseils de dernière minute à leur progéniture. Au lycée d'Aqua comme au lycée de Bepanda, tout a été réglé comme sur du papier à musique. Dès le matin, nous avons commencé par les accueillir au portail. Et nous avons mis sur pied toute une organisation pour les guider. Si vous avez bien constaté que les parents ne sont pas entrés. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que, sitôt que l'enfant est dans l'établissement, qu'il soit guidé dans sa salle de classe et pourquoi pas sur son banc. Et comme consigne, disons seulement bonne chance. Vous avez vu les surveillants dans les salles. Avant de lancer les épreuves, les surveillants ont passé le temps à leur donner. Pour faciliter l'accès des candidats à leur salle de composition, les listes ainsi que les horaires de passage des épreuves sont affichés. Les retardataires sont aussitôt orientés. C'est par l'épreuve de compréhension de texte que les postulants ont débuté leur examen. Certains de ces candidats n'ont pas vu leur nom sur les fiches. Les mesures ont été prises par le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral afin qu'il compose. Les calmes, les candidats sont présents et même ceux qui n'avaient pas le nom sur la liste, nous avons permis de composer et voir la situation d'après. Parler de l'aide de l'école lycéenne, c'est que nous recevons les lycées qui viennent de l'enseignement de base, l'éducation de base. Peut-être que ceux-là n'ont pas déposé le dossier à temps. Bon, pour ne pas pénaliser ces candidats, on laisse quand même composer. Étant de ce qui se passe après, s'ils ont déposé le nom. Ces candidats seront fixés sur leur sort dans quelques jours. L'examen du sous-système éducatif anglophone, le Common Entrance, a été perturbé ce matin lorsque des coups de feu ont résonné non loin d'un sous-centre d'examen à Moliko, qui est un quartier de Boya, région du sud-ouest. Selon des témoins, des candidats pris de panique ont déserté les salles d'examen. Ils ont juste composé sur une seule épreuve. La réaction des autorités reste attendue. Vous avez certainement vu cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle des hommes en tenue frappent à coups de machette un individu ligoté.
La scène s'est déroulée sur le théâtre de la crise anglophone. L'individu en question est un suspect numéro 1, présumé impliqué dans des actes de violence contre les populations et les assassinats des soldats. Son interpellation musclée et ses actes de torture ont poussé le gouvernement à reconnaître que de tels agissements menés par certains hommes en tenue sont contraires au respect des droits de l'homme. Le ministre de la Défense, dans un communiqué, annonce des sanctions contre les hommes en tenue responsables de ces attitudes jugées hors normes. Joseph Bethié-Assemang rassure l'opinion publique nationale et internationale sur la détermination des forces de sécurité à préserver l'intégrité du territoire et poursuivre l'éradication du terrorisme. Restons dans ce volet concernant les droits de l'homme. Des féministes s'inquiètent de la recrudescence des actes de violence perpétrés contre des femmes et surtout des jeunes filles au Cameroun. Ces victimes qui, bien sûr, peinent à pouvoir s'exprimer et dénoncer leurs bourreaux. Les féministes s'adressent maintenant aux chefs des communautés et leaders d'opinion afin qu'ils s'impliquent dans ce combat contre les violences basées sur le genre. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Les violences basées sur le genre se multiplient au quotidien, au détriment des femmes et des jeunes filles qui gardent à jamais les séquelles. Il y a lieu de s'inquiéter à tous les niveaux. Au niveau du commissariat, nous en recevons. Comme actuellement, je suis sur une enquête de viol d'une fille de 8 ans par un monsieur de 40 ans. Je peux dire que c'est notre peur au quotidien, puisque là où je parle, même j'ai des dossiers sur la table concernant ces violences. Quand le bourreau se présente, il va commencer à nier. Il dit que vraiment, c'est pas moi, madame le délégué, je ne connais pas. Alors que la victime dit que vraiment, madame le délégué, voilà. C'est fort de cette montée en puissance du phénomène que le réseau national des associations des tantines a cru devoir réunir autour d'une même table divers acteurs, leaders communautaires et religieux, chefs de quartier, professionnels de la santé et autres fonctionnaires de police. Généralement, ce sont des personnes qui sont au cœur de l'action ou alors au centre et vers qui des personnes peuvent se rapprocher, des victimes peuvent se rapprocher plus facilement. Et nous tenons à ce que ces personnes s'impliquent davantage déjà en comprenant ce que c'est que la notion de VBG et à quel niveau est-ce qu'elles peuvent intervenir pour limiter les risques et les conséquences. Nous avons besoin de tous ces partenaires-là pour pouvoir éradiquer les violences. À divers niveaux de responsabilité, les acteurs se battent déjà tant bien que mal pour essayer d'inverser la courbe actuelle et apporter du réconfort aux victimes. De retour dans l'unité, je vais saisir le commissaire, rendre compte au commissaire afin qu'on organise une petite séance de travail pour sensibiliser également les collaborateurs, les collègues à l'accueil de ceux qui sont violentés pour qu'au moins au niveau du commissariat déjà, et se sentent bien. Je me dis qu'avec le réseau que nous sommes en train de créer, ça va beaucoup plus marcher. Parce que quand il y a un mal, il faut qu'on cherche des voies et moyens. Comment le traiter? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Créé en 2005, le réseau national des associations des tantines s'est fixé pour défi suprême d'adresser les problématiques liées aux grossesses précoces. Ces missions se sont ensuite étendues à la prévention du viol, de l'excision, du repassage des seins, des divers abus et de la sous-scolarisation de la jeune fille. Alors que le code de la famille est relégué aux oubliettes, l'Assemblée nationale et les Nations unies conjuguent leurs efforts pour améliorer l'encadrement et la protection des jeunes filles au Cameroun. Joël Essengue et Guy Zogo. Le sort des défenseurs des droits humains, a fortiori celui des femmes évoluant dans ce domaine d'activité, n'est pas enviable au Cameroun, tant les menaces y sont récurrentes. Alors qu'on célèbre le 20e anniversaire de la déclaration relative à la protection des défenseurs des droits humains, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, met cette question sur la table à travers un colloque à Yaoundé consacré à la protection des femmes défenseurs des droits humains. Les menaces sont parties des arrestations arbitraires et elles sont devenues aujourd'hui plus fines. Les filatures, ça peut être aussi des menaces de mort, ça peut être le lynchage médiatique, ça peut être sur les réseaux sociaux.
Ça peut être aussi des poursuites, des acharnements judiciaires et des cambriolages. Selon la tête de file du REDAC, la spécificité du genre féminin expose davantage les acteurs dans ce secteur. Il y a une partie vulnérable des défenseurs, c'est les femmes défenseurs. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les femmes défenseurs, parce qu'elles sont femmes, dans des sociétés patriarcales, elles subissent d'autres problèmes, elles subissent d'autres menaces que les hommes défenseurs ne peuvent pas subir. Une situation, précise le REDAC, qui résulte de nombre de pesanteurs du côté étatique. Cela est dû à deux choses. Il y a comme la méconnaissance, n'est-ce pas, des mécanismes qui existent pour protéger les défenseurs par les acteurs étatiques, et aussi le manque de volonté politique, n'est-ce pas, à même faire à ce que les défenseurs soient protégés. Attentifs à la question du respect des droits humains, les États-Unis accompagnent le plaidoyer du REDAC. Les droits humains sont très importants pour les États-Unis. Nous tenons ça au cœur et notre intention est d'avancer la protection des défenseurs des droits de l'homme et des femmes à travers le monde. Au total, le REDAC indique que les insuffisances récurrentes sur la protection des femmes défenseurs des droits humains sont liées au déficit démocratique du Cameroun. Enfin, sur la crise anglophone, le REDAC appelle le gouvernement à mettre sur pied une commission vérité et réconciliation, comme le Mali vient de le faire, pour sortir de l'impasse dans cette crise. Au-delà de la question de ces féministes engagées, il y a la problématique de l'encadrement et la protection des jeunes filles qui se pose avec acuité au Cameroun. Je vous le disais à l'instant, alors que le Code de la famille est relégué aux oubliettes, l'Assemblée nationale et les Nations unies se mobilisent pour améliorer l'encadrement et la protection des jeunes filles au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Un dialogue intergénérationnel avec les jeunes et sur les jeunes singulièrement à propos de la jeune fille. Telle est l'option choisie par ONU Femmes de concert avec l'Assemblée nationale via le réseau parlementaire Espérance Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et celui de la Femme et de la Famille à la faveur d'une journée de réflexion à l'Assemblée nationale. La jeunesse est l'avenir de notre pays. Nous devons nous baser sur la jeunesse pour construire notre pays. Nous devons réassurer cette jeunesse qui doit apprendre des aînés. Mais cette jeunesse doit aussi être réceptive parce que parfois elle rejette les aînés. Nous sommes donc en train d'établir un dialogue intergénérationnel pour permettre à cette jeunesse d'apprendre des aînés et surtout leur inculquer des valeurs. Un accent est mis sur le sort réservé à la jeune fille, souvent victime d'exclusion. La jeune fille est particulièrement vulnérable parce qu'elle est victime de discrimination. La jeune fille ne va pas à l'école au même titre que les garçons. Il existe encore des familles qui privilégient l'éducation du garçon par opposition à la fille. Elle est victime de mariages forcés, mariages précoces, des maternités précoces. Pourtant, elle est très intelligente et c'est elle la mère de la nation parce que quand vous éduquez une fille, vous éduquez tout un pays. Pour arriver à sortir de ce cercle vicieux, le ministère de la Famille dit travailler auprès des familles, justement. Nous échangeons beaucoup avec les familles parce que l'éducation commence à la maison. Parce que si vous permettez aux jeunes garçons d'apprendre ces leçons alors que les deux vont être confrontés aux mêmes examens le lendemain, alors que la jeune fille va chercher de l'eau pendant que le garçon étudie ou joue au ballon, il est évident que la jeune fille... Donc nous sensibilisons au niveau des familles pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Des initiatives que le Conseil national de la jeunesse encourage. Nous encourageons le gouvernement à continuer à nous accompagner pour promouvoir en fait le leadership jeune et surtout celui de la jeune fille. Continuer à encourager l'éducation de la jeune fille, sa place qui est une place très importante au sein de la couche camerounaise. Cette réflexion d'ONU Femmes autour de la question des jeunes et de la jeune fille en particulier s'inscrit dans l'optique de la réalisation de l'objectif de parité 50-50 d'ici 2030, des objectifs pour le développement durable.
Cette journée consacrée à cette problématique est aussi soutenue par de nombreuses réflexions menées par des experts de divers horizons sur ces questions relatives aux jeunes et à la jeune fille. Elles sont également nombreuses, ces jeunes filles et femmes qui, généralement, à la cuisine, utilisent beaucoup de sel pour la préparation des mets qui sont appréciés par les membres de leur famille. Cependant, très peu savent que l'excès de consommation du sel expose au risque d'hypertension. C'est du moins ce que révèlent des spécialistes en la matière en prélude de la journée mondiale de prévention de l'hypertension artérielle. Des précisions avec Georges Mitterrand-Dame et Flavien Valondongo. Le sel de cuisine est un ingrédient qui se consomme à des degrés divers. Sa saveur dans les repas varie selon les consommateurs. C'est en fonction du goût aussi. Si madame cuisine et que je me rends compte que le sel ne suffit pas à mon aise, je demande juste un peu. Question d'avoir la saveur dont j'aimerais avoir. On n'a pas d'instrument spécialisé, c'est juste avec le goût, les papilles. Quand j'assaisonne, je goûte de temps en temps pour voir si ça suffit. Si ça ne va pas, j'ajoute. Si c'est trop, je mets un peu d'eau et puis je refais bouillir. La présence des boîtes de sel dans des cuisines et sur des tables à manger suscite des envies qui, lorsqu'elles sont poussées, deviennent un danger pour celui qui consomme. Oh, c'est le sodium qui est vraiment un problème. Parce que dans le sel, il y a 40% de sodium et 60% de chlore. Donc c'est le sel qui doit être contrôlé. Et en général, si on résume tout ce qu'on a consommé comme sel en termes de quantité, ça va être juste une cuillère à café de sel toute la journée qu'il faut consommer. Donc lorsqu'on déborde déjà les 2 grammes par jour, ça commence à être problématique. Les médecins révèlent que l'excès du sel dans un repas ouvre la porte à l'hypertension artérielle. Il faut éviter de préparer les aliments avec du sel. C'est mieux d'assaisonner avec un peu de sel en fin de cuisson et ne pas chercher à avoir un goût forcé du sel. Il faut simplement limiter parce que dans les aliments, naturellement, il y a toujours du sel. 95% de personnes hypertendues, il n'y a pas de cause. Et on dit aussi qu'il y a une cause héréditaire, mais il est très important de regarder plus les facteurs favorisants. Si 1 milliard de personnes souffrent des méfaits de ce tueur silencieux dans le monde, au Cameroun, la prévalence reste inquiétante. On est environ à 37% de personnes qui souffrent d'hypertension, qui est une maladie qui n'a pas de symptômes. Il y a des hypertendus qui ne sont pas connus. Donc il est très important de mettre l'accent sur la prévention. L'hypertension, dont la journée mondiale est prévue pour ce 17 mai, peut être évitée. Il faut faire de l'activité physique 30 minutes par jour et des activités continues, réduire la consommation de sel, réduire la consommation d'alcool, arrêter de fumer si on fume. Des observateurs s'accordent à dire que l'énergie réservée pendant la célébration de la journée mondiale consacrée à la prévention de l'hypertension devrait garder la même mouvance pendant et après la célébration de la journée. Après la pression de l'opinion nationale, le président tchadien Idriss Déby Itno est revenu sur sa décision de limoger un membre de son gouvernement, celle qui avait refusé de jurer sur le Coran lors de la prestation de serment du gouvernement tchadien devant le président Idriss Déby Itno. Finalement, il est revenu sur sa décision. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse avec Eric Martial Ndiomo. Madeleine Alingé. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant. Ces 2 incidents survenus lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement tchadien continuent à animer les conversations dans les rues de N'Djamena, la capitale. D'abord Rosine Amané Dibergui, nommée ministre de l'aviation civile, des transports et de la météorologie nationale. Elle refuse au moment de la prestation de serment de jurer, car ceci est en inconformité avec le christianisme, sa religion. Elle propose en lieu et place de signer un engagement de loyauté. La Cour suprême, s'il m'est permis de prendre un engagement solennel devant Dieu et devant la nation et de signer la charte déontologique, je le fais. Sinon, il n'est pas permis de jurer. La Cour prend acte. Donc vous allez prêter le serment qui est prescrit par la Constitution. Elle sera dans la foulée remplacée par un haut cadre de l'armée, le général Mahamat Taï Rosi, qui
qui sans embâche prêtera serment. Ensuite, Madeleine Alingé, la ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a elle choisi de jurer au nom de Dieu et non d'Allah. Andebong Labo Madeleine Alingé, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir. Reprenez la formule de serment. Je jure au nom d'Allah Tout-Puissant. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les 3 confessions religieuses. Soit vous prêtez serment tel qu'elle dit, ou soit vous disposez, Madame la Ministre. Merci. Nous passons au suivant. Une posture qui va valoir le refus du président de la Cour suprême avant que n'intervienne Idriss Déby Itno, qui a rappelé que Dieu et Allah renvoyaient à la même entité. Allah et Dieu étant la même appellation du Créateur, nous invitons Madame Madeleine Alingé à revenir à la barre. Madeleine Alingé prêtera finalement serment. Andebong Labo Madeleine Alingé, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci. Cette situation, selon nombre d'observateurs, a jeté du discrédit sur la laïcité du Tchad, pourtant consacrée par la Constitution. Et la Perse. Au-delà de la controverse sur la scène internationale, la Turquie affirme au fil des ans sa puissance économique et tire l'essentiel de ses revenus du tourisme ancré dans l'histoire des empires qui ont régné sur le Moyen-Orient et la Perse. Nos envoyés spéciaux, Séverin Tchobon et Gladys Sidier, vous plongent à présent dans la découverte d'une ville turque partagée entre modernité et tradition. Reportage. De par son histoire et la richesse incomparable de son patrimoine, la Turquie est une terre d'accueil pour le tourisme international. Destination majeure entre l'Europe et le Moyen-Orient, les nationalités s'y bousculent. Parmi les villes les plus prisées, Istanbul arrive en tête. C'est d'ailleurs la plus grande ville, avec plus de 20 millions d'habitants. À Istanbul, modernité et tradition s'entremêlent. La Turquie a conservé toute son histoire et pour découvrir les vestiges, il faut se rendre dans la vieille cité. But in the past, the minority was the Turks in here. Now the mostly are the Turks, minority are the other parts. La différence est frappante. Les vieilles bâtisses et les lieux de culte antiques ont été conservés. C'est le cas de la mosquée Sultan Ahmed, encore appelée la mosquée bleue, qui attire de milliers de visiteurs en longueur de journée. Elle a d'ailleurs été classée patrimoine mondial en 1985, au titre des zones historiques d'Istanbul. Afin de respecter la tradition, tout un processus est mis sur pied pour y accéder. Comme beaucoup d'autres mosquées, elle comporte la tombe du fondateur. Mais c'est la seule au monde qui compte 6 minarets.
Nous sommes ici à la mosquée Sultan Ahmed, une mosquée qui fait courir grand monde. Cette mosquée est vieille de 400 ans. Cette civilisation qui a été conservée par le peuple turc au fil des siècles. Donc c'est l'objet de toutes les curiosités et ça fait partie également du potentiel de la Turquie. Ça fait partie également des sources de revenus de la Turquie. On parle de plus de 35 millions de visiteurs qui sont arrivés à Istanbul dans les années précédentes. Mais à cause du coup d'État manqué d'il y a quelques années, ils sont en moyenne plus de 10 millions de visiteurs qui se rendent à Istanbul chaque année. C'est dire que le coup d'État a eu un réel impact sur le tourisme ici même à Istanbul. Istanbul est un formidable témoin de l'Antiquité. La tour Galata, qui est située sur la rive européenne, attire aussi de nombreux touristes. Elle est encore appelée la Tour du Christ, construite en 1453. Elle a servi de prison, mais aussi de poste d'observation pour signaler des incendies dans le temps. Istanbul est véritablement le symbole de la Turquie moderne et traditionnelle. Une ville où l'Orient et l'Occident se rencontrent et se mélangent. La célèbre place Taksim en est la preuve. C'est un centre multiculturel qui vit 24 heures sur 24, avec des flux de personnes importants, mais aussi un trafic routier intense sur le rond-point de la place du même nom. La place a été un important lieu de manifestation politique au cours de la plus grande partie de son existence. La Turquie fait partie des 5 pays les plus visités dans le monde. Le secteur du tourisme en Turquie compte parmi les plus dynamiques de l'économie et représente 5% du produit intérieur brut. Ce pays a vu défiler plusieurs grandes civilisations qui, chacune à son tour, a laissé des traces de sa grandeur. Grecs, romains, ottomanes, tous ont participé à la richesse actuelle du patrimoine turc. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sous cette même antenne. Pour les États-Unis, nous tenons ça au cœur et notre intention est d'avancer la protection des défenseurs des droits de l'homme et des femmes à travers le monde. Au total, le REDAC indique que les insuffisances récurrentes sur la protection des femmes défenseurs des droits humains sont liées au déficit démocratique du Cameroun. Enfin, sur la crise anglophone, le REDAC appelle le gouvernement à mettre sur pied une commission vérité et réconciliation, comme le Mali vient de le faire, pour sortir de l'impasse dans cette crise. Au-delà de la question de ces féministes engagées, il y a la problématique de l'encadrement et la protection des jeunes filles qui se pose avec acuité au Cameroun. Je vous le disais à l'instant, alors que le Code de la famille est relégué aux oubliettes, l'Assemblée nationale et les Nations unies se mobilisent pour améliorer l'encadrement et la protection des jeunes filles au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Un dialogue intergénérationnel avec les jeunes et sur les jeunes singulièrement à propos de la jeune fille. Telle est l'option choisie par ONU Femmes, de concert avec l'Assemblée nationale via le réseau parlementaire Espérance Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et celui de la Femme et de la Famille à la faveur d'une journée de réflexion à l'Assemblée nationale. La jeunesse est l'avenir de notre pays. Nous devons nous baser sur la jeunesse
pour construire notre pays. Nous devons réassurer cette jeunesse qui doit apprendre des aînés. Mais cette jeunesse doit aussi être réceptive parce que parfois elle rejette les aînés. Nous sommes donc en train d'établir un dialogue intergénérationnel pour permettre à cette jeunesse d'apprendre des aînés et surtout leur inculquer des valeurs. Un accent est mis sur le sort réservé à la jeune fille, souvent victime d'exclusion. La jeune fille est particulièrement vulnérable parce qu'elle est victime de discrimination. La jeune fille ne va pas à l'école au même titre que les garçons. Il existe encore des familles qui privilégient l'éducation du garçon par opposition à la fille. Elle est victime de mariage forcé, mariage précoce, des maternités précoces. Pourtant, elle est très intelligente et c'est elle la mère de la nation parce que quand vous éduquez une fille, vous éduquez tout un pays. Pour arriver à sortir de ce cercle vicieux, le ministère de la Famille dit travailler auprès des familles, justement. Nous échangeons beaucoup avec les familles parce que l'éducation commence à la maison. Parce que si vous permettez aux jeunes garçons d'apprendre ces leçons alors que les deux vont être confrontés aux mêmes examens le lendemain, alors que la jeune fille va chercher de l'eau pendant que le garçon étudie ou joue au ballon, il est évident que la jeune fille, donc nous sensibilisons au niveau des familles pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Des initiatives que le Conseil national de la jeunesse encourage. Nous encourageons le gouvernement à continuer à nous accompagner pour promouvoir en fait le leadership jeune et surtout celui de la jeune fille. Continuer à encourager l'éducation de la jeune fille, sa place qui est une place très importante au sein de la couche camerounaise. Cette réflexion d'ONU Femmes autour de la question des jeunes et de la jeune fille en particulier s'inscrit dans l'optique de la réalisation de l'objectif de parité 50-50 d'ici 2030, des objectifs pour le développement durable. Cette journée consacrée à cette problématique est aussi soutenue par de nombreuses réflexions menées par des experts de divers horizons sur ces questions relatives aux jeunes et à la jeune fille. Elles sont également nombreuses, ces jeunes filles et femmes qui, généralement, à la cuisine, utilisent beaucoup de sel pour la préparation des mets qui sont appréciés par les membres de leur famille. Cependant, très peu savent que l'excès de consommation du sel expose au risque d'hypertension. C'est du moins ce que révèlent des spécialistes en la matière en prélude de la journée mondiale de prévention de l'hypertension artérielle. Des précisions avec Georges Mitterrand-Dame et Flavien Valondongo. Le sel de cuisine est un ingrédient qui se consomme à des degrés divers. Sa saveur dans les repas varie selon les consommateurs. C'est en fonction du goût aussi. Si madame cuisine et que je me rends compte que le sel ne suffit pas à mon aise, je demande juste un peu. Question d'avoir la saveur dont j'aimerais avoir. On n'a pas d'instrument spécialisé, c'est juste avec le goût, les papilles. Quand j'assaisonne, je goûte de temps en temps pour voir si ça suffit, si ça ne va pas, j'ajoute. Si c'est trop, je mets un peu d'eau et puis je refais bouillir. La présence des boîtes de sel dans des cuisines et sur des tables à manger suscite des envies qui, lorsqu'elles sont poussées, deviennent un danger changé. Véritable problème de population, c'est la route. Nous n'avions pas de route, ni de fontaine. Nous voulons que le gouvernement nous aide pour ça. Quand il pleut, il n'y a pas moyen. Pour prendre la moto, il faut payer le double tarif, puisque la route est mauvaise. Nos écoles sont en état de dégradation. Lorsqu'on regarde par exemple l'école Sebek-Mwambo ici en bas, oui, vraiment ça fait pleurer, ça fait pleurer. Dans une école qui a fait grandir beaucoup de personnes. Nous n'avons pas d'école publique, on a une école protestante, une école catholique et une école bilingue, avec un collège d'enseignement technique. En plus de ces besoins qu'expriment les populations du quartier 10, il y a le danger que présentent ces câbles électriques qui pendent et jonchent le sol, exposant ainsi les enfants et même les adultes au risque d'électrocution. Dans le reste de l'actualité, ils ont affronté avec une pointe de pression les épreuves écrites du concours d'entrée en 6e. Les jeunes candidats étaient nombreux ce matin dans les sous-centres d'examen de la capitale économique du Cameroun et des parents angoissés ont attendu toute la mi-journée afin de revoir leurs rejetons et leur demander comment ils ont affronté ces épreuves. Reportage avec François Dikoumet
et Leclerc Sakem. Silence, ici on compose. À cette heure souvent de la journée, l'esplanade du lycée d'Aqua grouille de monde. Aujourd'hui, les données ont changé. Les élèves du primaire franchissent le premier palier de la vie scolaire. Ils sont une centaine à affronter les épreuves du concours d'entrée en 6e ce mardi dans ce centre. Les parents en rang serré à l'entrée de l'établissement donnent quelques conseils de dernière minute à leur progéniture. Au lycée d'Aqua comme au lycée de Bepanda, tout a été réglé comme sur du papier à musique. Dès le matin, nous avons commencé par les accueillir au portail. Dans les seuls, et nous avons mis sur pied toute une organisation pour les guider. Si vous avez bien constaté que les parents ne sont pas entrés. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que, sitôt que l'enfant est dans l'établissement, qu'il soit guidé dans sa salle de classe et pourquoi pas sur son banc. Et comme consigne, seulement bonne chance. Vous avez vu les surveillants dans les salles. Avant de lancer les épreuves, les surveillants ont passé le temps à leur donner. Pour faciliter l'accès des candidats à leur salle de composition, les listes ainsi que les horaires de passage des épreuves sont affichés. Les retardataires sont aussitôt orientés. C'est par l'épreuve de compréhension de texte que les postulants ont débuté leur examen. Certains de ces candidats n'ont pas vu leur nom sur les fiches. Les mesures ont été prises par le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral afin qu'il compose. Les camions, les candidats sont présents et même ceux qui n'avaient pas le nom sur la liste, nous les avons permis de composer et voir la situation d'après. Parler de l'aide d'école où ils viennent, puisque nous recevons les lycées qui viennent de l'enseignement de base, l'éducation de base. Peut-être que ceux-là n'ont pas déposé le dossier à temps. Bon, pour ne pas pénaliser ces candidats, on laisse quand même composer. Et dans le dossier qui se passe après, s'ils ont déposé le dossier. Ces candidats seront fixés sur leur sort dans quelques jours. L'examen du sous-système éducatif anglophone, le Common Entrance, a été perturbé ce matin lorsque des coups de feu ont résonné non loin d'un sous-centre d'examen à Moliko, qui est un quartier de Boya, région du sud-ouest. Selon des témoins, des candidats pris de panique ont déserté les salles d'examen. Ils ont juste composé sur une seule épreuve. La réaction des autorités reste attendue. Vous avez certainement vu cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle des hommes en tenue frappent à coups de machette un individu ligoté. La scène s'est déroulée sur le théâtre de la crise anglophone. L'individu en question est un suspect numéro 1, présumé impliqué dans des actes de violence contre les populations et les assassinats des soldats. Son interpellation musclée et ses actes de torture ont poussé le gouvernement à reconnaître que de tels agissements menés par certains hommes en tenue sont contraires au respect des droits de l'homme. Le ministre de la Défense, dans un communiqué, annonce des sanctions contre les hommes en tenue responsables de ces attitudes jugées hors normes. Joseph Bétier-Assemant rassure l'opinion publique nationale et internationale sur la détermination des forces de sécurité à préserver l'intégrité du territoire et poursuivre l'éradication du terrorisme. Restons dans ce volet concernant les droits de l'homme. Je vous propose à présent de suivre le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivadibois, qui explique le bien fondé de cette initiative, cette marche commando qui s'est déroulée très tôt ce matin dans la ville de Douala. Sécurité. Toutes les forces sont combinées et font ainsi non seulement la pratique sportive ensemble, mais également prennent des dispositions de manière synergique, de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre. Et nous voulons dire que ces forces travaillent au jour le jour dans le littoral avec une synergie même dans l'information en plus du sport qui est pratiqué aujourd'hui, mais des échanges des informations et également des échanges de stratégies d'action. Donc cela se passe, n'est-ce pas, dans un maillage avec la population du littoral qui est également toute acquise, n'est-ce pas, à la cause des institutions républicaines. C'est pour cela que nous tenons à
défendre, n'est-ce pas, ces institutions et amener les uns les autres à comprendre que le vivre ensemble est une réalité dans la région du littoral. Un des facteurs de l'intégration nationale, c'est le développement socio-économique du pays. La réalité est tout autre dans le département du Mungo. Là-bas, plusieurs localités sont confrontées à la dégradation des infrastructures routières. C'est le cas à Melon, comme vous pouvez le voir dans ce reportage signé Cyril Djemba et Isabelle Carole Zoupet. La circulation n'est pas du tout fluide au niveau du pont de l'Élem-Mangouité dans le département du Mungo, région du littoral. Pour cause, un énorme nid d'éléphants a élu domicile sur ce lieu, obligeant les automobilistes à rouler à vitesse de tortue pour limiter les dégâts. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, ce gigantesque trou a à répétition causé des accidents et ôté la vie à bon nombre de personnes. Pourtant, c'est de jour en jour que ce creux a gagné du volume sous le regard des autorités compétentes. L'état défectueux dans lequel se trouvent les garde-fous de ce pont de l'Élem témoigne à suffisance du danger auquel sont exposés les usagers. Face à cette situation, le maire de Melon a réagi. Et vu le rapport qui m'est produit où il y a eu beaucoup d'accidents et avec beaucoup de décès ici, j'ai été saisi par le délégué départemental qui m'a demandé de faire quelque chose. C'est pour ça que, avec la décentralisation qui nous suit, nous n'avions pas hésité de faire des efforts pour combler ce trou. Ce dernier a également tenu à saluer la participation des populations dans l'exécution de ces travaux. C'est le lieu aussi de féliciter les populations de l'Élem-Mangouité qui ont donné un coup de main depuis le matin. On est ensemble, vous voyez l'effort qu'ils font malgré les antennes. Ils ont contribué à une main d'œuvre qui ne dit pas son nom. Je leur dis le rendement de ce travail. De l'avis de nombreux usagers, les travaux de réhabilitation effectués par la municipalité de Melon ne sont qu'un vernis. Restons dans le département du Mungo, là où les populations sont exaspérées des promesses non tenues, principalement à Konsamba, chef-lieu de ce département. Dans certains quartiers, les routes sont impraticables, les points d'adduction en eau potable quasi inexistants et les écoles sont dans un état de délabrement avancé. C'est le constat que font nos reporters Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous sommes au quartier 10, en Konsamba, au lieu dit Carrefour Abattoir, l'un des plus célèbres de la ville. Le nom de baptême de cet endroit est tiré d'une scène tragique. On avait arrêté un bandit ici au quartier. Bon, on l'a amené tout juste ici au Carrefour et on l'a abattu. Et c'était devenu maintenant abattoir. Le Carrefour Abattoir trace l'histoire même du quartier 10. Un quartier dominé par l'insécurité de jour comme de nuit. Le sous-développement, avec l'absence des routes bitumées, de l'eau potable, des maisons presque toutes construites en matériaux provisoires. Pourtant, en 1998, lorsque les populations, courroucées par la multiplication des vols, soumettent les malfrats à leur vindicte, les autorités de la ville de Konsamba, descendues sur les lieux, promettent d'initier le développement du quartier 10. 20 ans après, rien n'a changé. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la multiplication des dénonciations de la société civile, le gouvernement reconnaît des actes de violation des droits de l'homme commis par certains hommes en tenue sur le théâtre de la crise anglophone, alors qu'il y a une arrestation musclée d'un suspect et des exactions commises sur ce présumé leader séparatiste anglophone. Tout ceci a poussé le gouvernement à ouvrir une enquête pour identifier et sanctionner des soldats indélicats.
À l'heure de la crise anglophone, le gouvernement multiplie les différentes stratégies de promotion de l'intégration nationale, mais le vivre ensemble est-il perceptible dans le quotidien des Camerounais? Dans ce journal, vous verrez comment à Yaoundé, l'on célèbre l'unité nationale. Pourtant, dans d'autres villes du pays, le sous-développement contraint les populations à dénoncer l'abandon de la part des pouvoirs publics. Et un exemple d'intégration nationale et de promotion de la diversité culturelle, c'est à suivre dans la page internationale avec une escale que nous avons réalisée avec nos envoyés spéciaux de retour de Turquie. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'heure de la crise anglophone, je vous le disais en l'instant, le gouvernement multiplie des stratégies de promotion de l'intégration nationale. Des jeunes ont été enrôlés pour une marche de l'unité à travers les principales artères de la capitale Yaoundé. Tout un village a même été créé pour promouvoir le vivre ensemble qui est matérialisé à travers ce village créé au Musée national du côté de Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des journées dédiées au vivre ensemble camerounais. Voilà qui a attiré du beau monde et grossi les rangs d'une marche qui n'a épargné aucun des 7 arrondissements de Yaoundé. En dehors des bienfaits que l'on tire de la pratique du sport, il était davantage question d'exalter les vertus de l'unité et de la solidarité nationale, mise à rude épreuve ces derniers temps. D'abord, la commune de Yaoundé 6 est la manifestation du vivre ensemble national. Vous allez remarquer, pour ceux qui connaissent l'arrondissement de Yaoundé 6, que tous les peuples du Cameroun vivent ensemble dans notre commune et vivent de façon harmonieuse. Quand vous savez ce que c'est que le sport pour la santé, un esprit sain dans un corps sain, et permettant ainsi de célébrer l'unicité du Cameroun pour dire et redire que le Cameroun est un et indivisible et tous les enfants du Cameroun sont les enfants d'une même patrie. C'est au musée national que tous ont convergé. Un musée transformé pour la circonstance en village de l'unité et de l'intégration nationale. Ici, il n'y avait pas d'anglophones ou de francophones, ni de Bamileke ou de Bassa. Simplement des Camerounais faisant valoir leur ferveur patriotique aux couleurs, sons et rythmes des 4 aires culturelles du pays. Le message est celui du thème de célébration de cette 46e édition de la fête nationale. Notre vivre ensemble doit être jalousement défendu par cette jeunesse. En tout cas, au niveau du village de l'unité et d'intégration nationale ici, ils auront encore l'occasion de vivre ces fondements de notre unité et de notre intégration nationale. Jusqu'au 20 mai, le musée national va offrir diverses activités de sensibilisation, de promotion et de brassage culturel. Ce à travers une foire promotionnelle, des ateliers de formation et de démonstration, des échanges socio-éducatifs, des conférences débats sur la problématique du vivre ensemble et autres foires gastronomiques. J'appelle les jeunes surtout à participer activement à ces activités parce que c'est à travers ces activités qu'ils maîtriseront le chemin de construction de notre unité nationale et de notre intégration nationale et qu'ils soient jaloux, n'est-ce pas, de cette unité et de cette intégration nationale. Et pour célébrer la cohésion entre l'armée et la nation camerounaise, une marche commando a été organisée très tôt ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Toutes les composantes de l'armée ont participé à cette initiative organisée en prélude à la fête de l'unité nationale. L'armée et ses différentes composantes qui ont effectué une marche commando à travers les artères de la capitale économique du Cameroun sous la supervision du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivadibois. Les féministes s'inquiètent de la recrudescence des actes de violence perpétrés contre des femmes et surtout des jeunes filles au Cameroun. Ces victimes qui, bien sûr, peinent à pouvoir s'exprimer et dénoncer leurs bourreaux. Les féministes s'adressent maintenant aux chefs des communautés et leaders d'opinion afin qu'ils s'impliquent dans ce combat contre les violences
basées sur le genre. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Les violences basées sur le genre se multiplient au quotidien, au détriment des femmes et des jeunes filles qui gardent à jamais les séquelles. Il y a lieu de s'inquiéter à tous les niveaux. Au niveau du commissariat, nous en recevons. Comme actuellement, je suis sur une enquête de viol d'une fille de 8 ans par un monsieur de 40 ans. Je peux dire que c'est notre plan au quotidien, puisque là où je parle, même j'ai des dossiers sur la table concernant ces violences. Quand le bourreau se présente, il va commencer à nier. Il dit que vraiment, c'est pas moi, madame le délégué, je ne connais pas. Alors que la victime dit que vraiment, madame le délégué, voilà. C'est fort de cette montée en puissance du phénomène que le réseau national des associations des tantines a cru devoir réunir autour d'une même table divers acteurs, leaders communautaires et religieux, chefs de quartier, professionnels de la santé et autres fonctionnaires de police. Généralement, ce sont des personnes qui sont au cœur de l'action ou alors au centre et vers qui des personnes peuvent se rapprocher, des victimes peuvent se rapprocher plus facilement. Et nous tenons à ce que ces personnes s'impliquent davantage déjà en comprenant ce que c'est que la notion de VBG et à quel niveau est-ce qu'elles peuvent intervenir pour limiter les risques et les conséquences. Nous avons besoin de tous ces partenaires-là pour pouvoir éradiquer les violences. À divers niveaux de responsabilité, les acteurs se battent déjà tant bien que mal pour essayer d'inverser la courbe actuelle et apporter du réconfort aux victimes. De retour dans l'unité, je vais saisir le commissaire, rendre compte au commissaire afin qu'on organise une petite séance de travail pour sensibiliser également les collaborateurs, les collègues à l'accueil de ceux qui sont violentés pour qu'au moins au niveau du commissariat déjà, et se sentent bien. Je me dis qu'avec le réseau que nous sommes en train de créer, ça va beaucoup plus marcher. Parce que quand il y a un mal, il faut qu'on cherche des voies et moyens. Comment le traiter? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Créé en 2005, le réseau national des associations des tantines s'est fixé pour défi suprême d'adresser les problématiques liées aux grossesses précoces. Ces missions se sont ensuite étendues à la prévention du viol, de l'excision, du repassage des seins, des divers abus et de la sous-scolarisation de la jeune fille. Alors que le code de la famille est relégué aux oubliettes, l'Assemblée nationale et les Nations unies conjuguent leurs efforts pour améliorer l'encadrement et la protection des jeunes filles au Cameroun. Joël Essengue et Guy Zogo. Le sort des défenseurs des droits humains, a fortiori celui des femmes évoluant dans ce domaine d'activité, n'est pas enviable au Cameroun, tant les menaces y sont récurrentes. Alors qu'on célèbre le 20e anniversaire de la déclaration relative à la protection des défenseurs des droits humains, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, met cette question sur la table à travers un colloque à Yaoundé consacré à la protection des femmes défenseurs des droits humains. Les menaces sont parties des arrestations arbitraires et elles sont devenues aujourd'hui plus fines. Les filatures, ça peut être aussi des menaces de mort, ça peut être le lynchage médiatique, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des poursuites, des acharnements judiciaires et des cambriolages. Selon la tête de file du REDAC, la spécificité du genre féminin expose davantage les acteurs dans ce secteur. Il y a une partie vulnérable des défenseurs, c'est les femmes défenseurs. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les femmes défenseurs, parce qu'elles sont femmes, dans des sociétés patriarcales, elles subissent d'autres problèmes, elles subissent d'autres menaces que les hommes défenseurs ne peuvent pas subir. Une situation, précise le REDAC, qui résulte de nombre de pesanteurs du côté étatique. Cela est dû à deux choses. Il y a comme la méconnaissance, n'est-ce pas, des mécanismes qui existent pour protéger les défenseurs par les acteurs étatiques et aussi le manque de volonté politique, n'est-ce pas, à même faire à ce que les défenseurs soient protégés. Attentifs à la question du respect des droits humains, les États-Unis accompagnent le plaidoyer du REDAC. Les droits humains sont très importants.